L'articulation du coude unit le bras à l'avant-bras. Elle est constituée par une articulation huméro-ulnaire du type trochléenne ou gingline hyperboloïde, une articulation huméro-radiale de type sphénoïde et une articulation radio-ulnaire proximale de type trochoïde. Physiologiquement, l'articulation du coude comporte une articulation huméro-antébrachiale ou huméro-ulno-radiale, siège des mouvements de flexion-extension, et une articulation radio-ulnaire proximale, siège des mouvements de pronation et de supination. Anatomiquement, ces trois articulations présentent la même cavité articulaire et le même appareil ligamenteux. Surface articulaire. Les surfaces articulaires de l'articulation du coude comportent trois parties, une zone qui dépend de l'humérus, une zone qui dépend de l'extrémité proximale de l'ulna et la tête de l'anus. Premièrement, les surfaces articulaires de l'extrémité distale de l'humérus. Les surfaces articulaires de l'extrémité distale de l'humérus sont constituées par le condyle huméral. Ces surfaces comportent la trochlée en dedans, le capitulum en dehors et la zone capitulo-trochléenne entre les deux surfaces articulaires. La trochlée a la forme d'un segment de poulie qui accomplit environ les trois quarts d'une circonférence située sur la face inférieure de l'extrémité distale de l'humérus. Elle est constituée par deux joues séparées par une gorge ou sillon trochléen. La joue médiane est plus étendue et descend plus bas que la joue latérale. Le sillon trochléen est oblique en bas et en dehors sur la face antérieure. Il est oblique en bas et en dedans sur la face postérieure. La trochlée est surmontée en avant par la fosse coronoïdienne. Il est surmonté en arrière par une fosse beaucoup plus profonde, la fosse olecrane. Le capitulum de l'humérus est un segment de sphénoïde aplati transversalement, situé en dehors de la trochlée, qu'il déborde en avant, si bien qu'il n'est jamais visible sur la face antérieure de l'os. Il s'articule avec la fovea radiale dans des mouvements de flexion de l'avant-bras. La zone capitulo-trochléaire est une zone circonférentielle située entre le capitulum et la trochlée et qui répond au bord médial de la fovea radiale dans les mouvements de flexion de l'avant-bras. Surfaces articulaires de l'extrémité proximale de l'ulna sont représentées par l'incisure trochléaire et par l'incisure radiale de l'ulna. L'incisure trochléaire est constituée par la face antérieure de l'olecrane et la face supérieure du processus coronoïde. Ces deux surfaces articulaires sont séparées par une crête transversale dépourvue de cartilage articulaire qui s'élargit à ses deux extrémités en deux surfaces triangulaires. L'incisure trochléaire est divisée en deux versants par une crête longitudinale. Le versant médial est sensiblement plus large que le versant latéral. L'incisure radiale de l'ulna est une cavité articulaire elliptique à grand axe antéro-postérieur creusée sur la face latérale du processus coronoïde. Elle s'articule avec la circonférence articulaire de la tête du radius. La tête du radius est une saillie articulaire oblongue à grand axe oblique en bas et en dedans. Elle est aplatie de haut en bas et présente à décrire une face supérieure au fovea radial et une circonférence articulaire périphérique. La fovea radiale est une petite dépression creusée sur la face supérieure du radius. Elle répond au capitulum de l'humérus dans des mouvements de flexion de l'avant-bras. La circonférence articulaire augmente de hauteur de dehors en dedans et passe de 5 mm à 8 mm en dedans. Elle s'articule en dedans avec l'incisure radiale de l'ulna et dans le reste de son étendue avec la face profonde du ligament annulaire du radius. Les moyens d'union de l'articulation du coude sont représentés premièrement par une capsule articulaire. La capsule articulaire est formée de deux lames, une lame périphérique, la membrane fibreuse, et une lame profonde, la membrane synovienne. La membrane fibreuse s'insère le long des surfaces articulaires de la trochlée et du capitulum. Sur la face antérieure, elle décrit une courbe qui s'étend au-dessus de la fosse coronoïdienne et de la fosse radiale. Sur la face postérieure, elle longe le bord postérieur du capitulum du l'humérus, puis elle longe le versant latéral de la trochlée, puis elle décrit une courbe qui surcroise le bord supérieur de la fosse olecranienne, puis elle revient pour longer le bord médial de la trochlée pour se continuer avec la ligne d'insertion antérieure.
Sur l'ulna, la ligne d'insertion longe des surfaces articulées, sauf sur la face supérieure et sur la face latérale, où elle est située à une distance de 5 mm environ du cartilage articulé. Sur le radius, elle s'insère sur le col du radius à 5 mm environ au-dessous de la tête du radius. Les ligaments sont représentés par un ligament antérieur. Le ligament antérieur apparaît sur la face antérieure de l'articulation, dont la ligne d'insertion se confond avec la ligne d'insertion de la membrane fibreuse. Ce ligament s'étend au-dessus de l'incisure coronoïdienne et de l'incisure radiale, et les faisceaux convergent en bas et se termine sur le versant médial ou bien sur le bord médial du processus coronoïde de l'ulna. C'est le ligament antérieur, donc c'est un ligament trait d'insertion assez large et dont la ligne d'insertion se confond avec l'insertion de la membrane fibreuse de la capsule articulaire. Donc les fibres convergent vers le processus coronoïde de l'ulna. Sur la face postérieure apparaît le ligament postérieur de l'articulation. Le ligament postérieur de l'articulation est formé de 3 faisceaux. Un faisceau oblique huméro-olécranien qui est constitué de fibres obliques étendues du bord latéral de la fosse olécranienne au bord latéral de la face supérieure de l'olécran. Donc c'est un ligament qui s'étend des bords latéraux de la fosse olécranienne aux bords latéraux correspondants de la face supérieure de l'olécran. C'est le faisceau oblique huméro-olécranien. Faisceau oblique huméro-olécranien. Et un faisceau horizontal, huméro-huméral, étendu des 2 bords latéraux de la fosse olécranienne. C'est le faisceau huméro-huméral. Les ligaments collatéraux sont au nombre de 2, le ligament collatéral ulnaire et le ligament collatéral radial. Le ligament annulaire du radius, est une bande fibreuse de 10 mm de hauteur environ qui s'enroule autour de la tête du radius depuis le bord antérieur jusqu'au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna. Donc le ligament annulaire est une lame fibreuse qui contourne la tête du radius et s'étend du bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna. La face profonde du ligament annulaire est encroûtée de cartilage articulaire et s'articule avec la surface circonférentielle de la tête du radius. Les ligaments collatéraux sont constitués par un ligament situé sur la face interne, c'est le ligament collatéral ulnaire, et par un ligament situé sur la face latérale, le ligament collatéral radial. Le ligament collatéral ulnaire, on l'apprécie en faisant une flexion du coude et en regardant son avant-bras, donc de telle sorte que l'humérus est vertical, presque vertical, et l'ulna est dirigé en avant, comme le premier schéma ici. Le ligament collatéral ulnaire est constitué de 4 faisceaux, dont 3 s'insèrent sur l'épicondyle médial de l'humérus. Le premier faisceau est constitué par le faisceau antérieur. Le faisceau antérieur s'insère sur la partie antéro-inférieure de l'épicondyle médial de l'humérus. Les fibres se portent en bas et en avant et se terminent sur le bord médial de l'incisure radiale de l'ulna. Le faisceau moyen s'insère sur la partie inférieure de l'épicondyle médial de l'humérus. Les fibres se portent en bas et en avant et se terminent sur le tubercule coronoïde de l'ulna et sur le bord médial de l'ulna. Le faisceau moyen s'insère sur la partie inférieure de l'épicondyle médial de l'humérus. Le ligament se porte en bas et en avant et se termine sur le tubercule conoïde de l'ulna et sur le bord médial de l'ulna.
Le faisceau postérieur s'insère sur la partie postéro-inférieure de l'épicondyle médial. De là, il se porte en bas et en dedans et se termine sur le bord médial de l'olecran. Ce ligament comporte un faisceau horizontal, arciforme, qui s'étend du bord médial de l'olecran au tubercule conoïde. Donc c'est un ligament qui renforce les ligaments collatéraux. Donc c'est juste qu'il renforce les insertions du faisceau postérieur et du faisceau moyen. C'est le ligament collatéral ulnaire, avec le faisceau antérieur, le faisceau moyen, le faisceau postérieur et le faisceau arciforme. Le ligament collatéral radial s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus. Il comporte trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Le faisceau moyen renforce le ligament annulaire du radius. Le ligament annulaire du radius donc, est un fibrocartilage qui s'enroule autour de la tête du radius depuis le bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna. Le ligament collatéral radial est constitué par trois faisceaux. Un faisceau antérieur qui s'insère sur la partie antéro-inférieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. Le ligament se porte en bas et en dedans et se termine sur le bord antérieur de l'incisure radiale de l'ulna. Il renforce le ligament annulaire du radius. Le faisceau moyen s'insère sur la partie inférieure de l'épicondyle latéral. Les fibres s'étalent en éventail et se terminent sur le bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna et sur la crête supinatrice. Le faisceau postérieur s'insère sur la partie postéro-inférieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. Le ligament s'étale en éventail et se termine sur le bord latéral de l'olecran. Ligament collatéral radial avec un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Le dernier ligament est situé sur la face inférieure de l'articulation radio-ulnaire proximale. Il constitue en fait un épaississement de la capsule articulaire et plus particulièrement de la membrane tubereuse. Il s'étend du bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna à la face médiane du col du radius. Sur une coupe frontale de l'articulation du coude, on décrit ici la trochlée avec ses deux joues, avec la joue médiale qui descend plus bas et elle est aussi plus étendue que la joue latérale, puis la zone capitulo-trochléaire, puis le capitulum de l'humérus. Donc le capitulum de l'humérus, la trochlée et la zone capitulo-trochléaire. En bas, on trouve ici l'incisure trochléaire avec ici la face supérieure du processus coronoïde, l'incisure radiale de l'ulna, l'incisure radiale de l'ulna et la tête du radius avec la fovea radiale et la circonférence articulaire. Et en dehors, on trouve ici le ligament annulaire du radius,
qui est une bande de 10 mm environ de hauteur et dans la face profonde est encroquée de cartilage articulé et qui s'articule avec la circonférence articulaire de la tête du radius. La membrane fibreuse s'insère sur le radius, puis elle s'insère ici sur le col du radius et en périphérie sur la face superficielle du ligament annulaire du radius. Donc ça c'est la membrane fibreuse du côté interne, donc s'insère sur le bord médial à distance de la trochlée et aussi sur le processus colonoïde de l'humain. La face profonde est recouverte ici par la membrane synoviale. La membrane synoviale et la membrane fibreuse constituent la capsule articulaire. De chaque côté de l'articulation, elle détermine aussi des cul-de-sac qui sont en rapport avec la fosse colonoïdienne, avec la fosse radiale et avec la fosse olecranienne, et un cul-de-sac périphérique qui entoure la zone circonférentielle de la tête du radius. Ligament annulaire du radius, membrane fibreuse, membrane synoviale et qui constitue la capsule articulaire. L'articulation du coude est une articulation à 2 degrés de liberté et 1 degré qui se produit dans l'articulation huméro-radio-ulnaire qui est le siège des mouvements de flexion-extension et un autre degré qui est situé dans l'articulation radio-ulnaire proximale qui est le siège du mouvement de pronation et de supination. L'articulation huméro-ulno-radiale est le siège du mouvement de flexion. L'axe du mouvement est confondu avec l'axe de la trochlée qui est transversal, oblique en bas et en dedans, du fait que la trochlée est plus inclinée en dedans. Et cette disposition est responsable du cubitus valgus physiologique. Le cubitus valgus physiologique apparaît lorsque l'avant-bras est complètement étendu et en position de supination. Il est défini par l'axe du bras et de l'avant-bras qui forme un angle ouvert en dehors de 170 degrés environ. Cette disposition est plus prononcée chez la femme que chez l'homme, de 10 degrés environ, mais sans qu'elle soit responsable d'une différence fonctionnelle significative. Et lorsque l'avant-bras est porté en pronation, le cubitus valgus physiologique disparaît. Les mouvements, l'amplitude de flexion atteint à peu près 140 degrés et l'amplitude passive peut atteindre jusqu'à 60 degrés. Le mouvement de flexion est limité par le contact des masses musculaires, la butée de la tête radiale dans la fosse radiale et du processus colonoïde dans la fosse colonoïdienne, et aussi la tension de la capsule articulaire et des faisceaux postérieurs des ligaments collatéral radial et collatéral ulnaire. L'amplitude de flexion active est de 140 degrés, l'amplitude passive peut atteindre jusqu'à 160 degrés. L'extension, le mouvement d'extension est limité par la tension du ligament antérieur et des faisceaux antérieurs des ligaments collatéral radial et collatéral ulnaire. L'articulation radio-ulnaire proximale est le siège de mouvement de pronation et de supination. Enfin, 2 notions à retenir, la position de fonction et la position de repos. La position de fonction correspond à une flexion du coude autour de 90 degrés et à une légère pronation de l'avant-bras de 20 degrés environ. La position de repos correspond à une flexion autour de 100 à 110 degrés. Application clinique, luxation de l'articulation du coude. La luxation de l'articulation du coude correspond à la disjonction de l'humérus, de l'ulna et du radius. Elle se manifeste par une douleur extrême en raison de la tension musculaire. La luxation postérieure est la plus fréquente. Elle survient généralement lors d'une chute sur la main, le bras tendu. Les luxations postérieures exposent rarement aux complications vasculaires et nerveuses. La luxation antérieure est plus rare que la luxation postérieure. Elle survient à la suite d'un coup appliqué sur le coude fléchi et elle expose à des complications vasculaires et nerveuses et surtout du nerf médian. La luxation ou la subluxation de la tête du radius est fréquente chez les enfants en âge préscolaire
et particulièrement chez la fille. Elle est provoquée par une traction brutale de l'avant-bras à la verticale par une personne adulte. Par exemple, lorsqu'on soulève un enfant pour l'attirer dans un bus, par exemple. Cette manœuvre entraîne une déchirure partielle du ligament annulaire du radius et une descente de la tête radiale. L'enfant se présente toujours avec le membre supérieur tendu, l'avant-bras en pronation, la paume de la main dirigée vers l'arrière. La réduction consiste à faire une pression directe sur la tête du radius, puis avec l'autre main, on exerce une légère traction de l'avant-bras et on lui imprime un double mouvement de flexion et de supination. La réduction s'accompagne parfois d'un ressaut de la tête radiale. Immédiatement, la douleur disparaît et l'enfant se remet rapidement à utiliser son bras.